Bonsoir à vous tous. Merci, vous avez choisi un très bon panel. Nous allons parler de la RSE. Vous allez pouvoir aussi vous exprimer, poser des questions. Je vais vous demander s'il vous plaît de bien vouloir vous asseoir, de parler un tout petit peu moins fort pour qu'on puisse s'entendre les uns et les autres. La RSE, du mirage à la réalité. C'est une vaste question, c'est une question qui touche bien évidemment à la transformation des entreprises. On doit changer de modèle productif, c'est une ambition considérable. Probablement que la décennie qui vient porte des enjeux absolument considérables. Et bien évidemment, les entreprises sont au cœur de ces transformations. L'État devra jouer son rôle, bien évidemment. Les différents régulateurs devront jouer leur rôle aussi. Mais il y a une responsabilité particulière des entreprises. RSE, responsabilité sociale, environnementale, tous les mots comptent. Le social prend de plus en plus d'importance. J'allais dire que dans le social, on pourrait dire que le S, c'est aussi le sens. Je crois que la question du sens aussi se pose de plus en plus, notamment pour la jeune génération. Et puis le E, l'environnement, on voit l'urgence climatique, on voit ce que Denis Kessler, qui nous a quittés il y a quelques jours, appelait cette urgence de long terme. Comment on fait pour une entreprise pour traiter cette urgence de long terme? C'est tout ce qui va nous occuper pendant ces 50 minutes. Je vais vous présenter nos différents invités. Et d'abord, Marie-Françoise Renard, qui est l'économiste invitée du Cercle des économistes. C'est elle qui va précisément cadrer notre discussion et ajouter des références un peu scientifiques, j'allais dire l'état de la science économique aussi, de la réflexion sur ce sujet. Vous êtes une spécialiste du commerce international, de l'Asie, de la Chine en particulier. Vous me disiez tout à l'heure d'ailleurs que la RSE, c'est quelque chose, c'est un concept qui n'était pas si étranger au monde chinois. C'est aussi intéressant de voir que ces questions-là, ce ne sont pas des questions simplement européennes. C'est d'ailleurs, je vois dans les premières questions qui ont été posées sur la tablette, il y a déjà une dimension internationale du commerce international. Est-ce que ces questions-là existent et pèsent d'une manière ou d'une autre? On y reviendra certainement avec vous. Je vous présente les différents panélistes. Thierry Martel, qui est directeur général de Groupama Assurance Mutuelle. Groupama, c'est un très grand groupe, c'est 30 000 salariés, c'est presque 16 milliards de chiffre d'affaires, de marques grand public très connues, Groupama et Logan. Et bien évidemment, un assureur, c'est intéressant parce qu'un assureur, c'est une entreprise qui a des capteurs, c'est-à-dire à la fois dans les évolutions de la société, mais aussi sur les évolutions mondiales et le rapport au risque. Et donc, c'est quelque chose qui, votre témoignage sera très précieux. Arnaud Gangloff, vous êtes PDG de Kea. Kea, c'est un cabinet de conseil français et européen qui, en fait, est vraiment spécialisé sur la transformation des entreprises. Comment, aujourd'hui, on met les entreprises sur la bonne trajectoire d'un monde durable. Et on voit qu'il y a un besoin d'accompagnement. Il y a parfois un côté désemparé des entreprises devant l'accélération, les urgences, les demandes à la fois politiques et sociales sur ce sujet-là. Donc, vous avez aussi un regard d'accompagnateur, de facilitateur, peut-être d'accélérateur dans différents domaines. Dans l'alimentaire, dans l'énergie, vous êtes présent dans différents secteurs qui sont au cœur justement de cette problématique d'accélération. À côté de vous, Radi Medeb, on changera aussi de continent, on se rapprochera de l'Afrique et notamment de la Tunisie à travers l'exemple tunisien. C'est intéressant, vous avez une grande expérience dans la finance, dans l'ingénierie, dans l'industrie et puis vous dirigez le centre financier aux entrepreneurs qui est une institution de microfinance et vous portez cette problématique de la transformation et sociale et environnementale. Voilà, dans un des pays du Sud sur lesquels il y a beaucoup d'enjeux, dans un continent qui va être à bien des égards au cœur aussi de cette transformation. Et donc on a à cœur aussi d'élargir notre spectre, notre focale, en regardant aussi à travers vous comment cette dimension-là est portée dans un pays qui est proche de nous, auquel on pense aussi aujourd'hui, qui est en proie à pas mal de difficultés, mais où la question environnementale est aussi portée par des entreprises et par la société civile. Et puis à vos côtés, Axel Lemaire, qu'on a plaisir à retrouver, qu'on avait, j'allais dire, pas perdu de vue, ça serait pas juste, mais voilà, vous avez été, on vous a beaucoup vu dans la lumière, en tout cas pendant toute une période. Vous avez été secrétaire d'État en charge de l'innovation et du numérique. On vous doit une bonne partie de la French Tech, c'est vous. Le plan du très haut débit, c'est encore vous. Et puis voilà, vous portez aussi toutes ces transformations d'entreprise stratégiques, la question de l'inclusion, la question numérique, la question aussi de l'apport des technologies. Il y a un enjeu technologique très fort dans le débat qui nous occupe, et parfois un peu controversé. Quelle est la place réelle que pourra occuper la technologie? Elle ne peut pas tout faire, mais elle est
certainement, on ne peut pas, sans doute, elle ne peut pas tout faire, mais on ne peut pas faire sans la technologie, je pense. Ça sera peut-être quelque chose que vous allez éclairer. Et puis, on ne peut pas tout dire, mais vous venez de quitter la responsabilité de la Croix-Rouge, et puis vous allez assumer des responsabilités de RSE. On ne peut pas dire où, mais en tout cas, c'est quelque chose qui témoigne aussi de l'engagement et de la façon dont vous projetez la suite de votre parcours professionnel. Voilà, je passe la parole à Marie-Françoise Renard, qui va voilà, nous cadrer notre sujet, nous aider peut-être à délimiter les termes de notre débat. Vous pourrez aussi poser des questions dans la salle, et puis à travers aussi, pour ceux qui nous écoutent à distance, le site des rencontres, et nous aurons à cœur de partager vos questions. On espère faire une place maximale aux échanges. C'est pour ça que vous aurez chacun 4-5 minutes pour éclairer un ou deux sujets, et puis ensuite on débattra collectivement. Marie-Françoise, c'est à vous. Merci Vincent. Donc, comme cela vient d'être rappelé, la nécessité d'une croissance compatible avec un développement durable se manifeste chaque jour, qu'il s'agisse des questions environnementales, des questions sociales, des questions éthiques. Les différents acteurs de la société ont pris conscience de l'urgence du changement. Et c'est pour cela qu'est mis en œuvre le concept de responsabilité sociétale de l'entreprise, qui formalise le rôle central de celle-ci dans ce processus. Alors, la RSE relève, comme on le sait, d'une démarche volontaire des entreprises, donc sa mise en œuvre n'est pas garantie. Mais malgré le scepticisme de certains, notamment sur des questions environnementales, la RSE est devenue un enjeu de réputation et de compétitivité pour les entreprises. Alors, le sujet de cette session, c'est de savoir si c'est un mirage ou une réalité. En précisant un peu, on pourrait dire, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un changement de paradigme ou est-ce que c'est un effet d'annonce? Alors, les valeurs de la société évoluent et cela conduit à la définition de nouvelles normes. Et l'un des problème de la RSE, c'est justement que les méthodes de sa mise en œuvre, les choix des normes, les choix de l'évaluation demeurent souvent assez flous. Les entreprises se sont référées depuis des années aux objectifs de développement durable des Nations Unies, aux objectifs définis par différents forums. Aujourd'hui, la norme la plus reconnue, c'est la norme internationale ISO 26000, qui propose des lignes directrices, mais celles-ci n'ont pas de caractère obligatoire. Et donc, entre le doute sur le bien fondé de certaines propositions et le coût de la mise en œuvre des différentes mesures, il y a un risque élevé que la RSE demeure un mirage. Néanmoins, aujourd'hui, il existe de fortes pressions qui pourraient lui donner plus d'envergure. Premièrement, la concurrence conduit les entreprises, notamment les grandes entreprises, à communiquer sur leurs bonnes pratiques et à être soucieuses de leur réputation. Deuxièmement, la société civile, notamment par l'intermédiaire d'associations, pèse sur le choix des entreprises, par exemple en matière d'environnement, mais aussi, par exemple, en matière de droits de l'homme. On l'a vu avec des préoccupations relatives aux conditions de travail dans les pays fournisseurs d'un certain nombre de biens. Troisièmement, de nombreuses PME doivent respecter les normes qui leur sont imposées comme fournisseurs des grandes entreprises ou comme sous-traitants. Elles peuvent aussi subir la pression des investisseurs qui ne veulent pas risquer de prêter pour des investissements qui seraient risqués à moyen terme, par exemple en matière de risques environnementaux, et donc qui ne prêteraient pas à des entreprises qui ne se seraient pas fortement engagées en matière de RSE. Quatrièmement, à l'intérieur même des entreprises, il existe des communautés qui se sont créées, des communautés de salariés, mais aussi des communautés de dirigeants pour soutenir la mise en place des principes de la RSE au sein même des entreprises. Alors, de nombreuses zones de flou, d'opacité pénalisent la mise en place de la RSE et parfois lui font obstacle. Alors, d'une part, la multiplication des référentiels et des labels plus ou moins sérieux d'ailleurs rend le coût informationnel élevé pour les entreprises, coût auquel s'ajoute le coût de la gestion administrative. La direction de la concurrence de la consommation et des prix a publié un rapport récemment sur l'éco-blanchiment expliquant qu'un quart des entreprises qui avaient été enquêtées faisaient des déclarations qui étaient fausses ou contraires à la loi. Donc il y a un problème d'information qui est assez coûteux.
Et d'autre part, les évaluations sont encore parfois opaques. Certaines entreprises se plaignent d'avoir des résultats d'évaluation qui ne sont pas accompagnés d'explications suffisantes et donc qui nécessitent des précisions pour qu'elles puissent changer de comportement. Et on doit noter que l'Europe est encore insuffisamment présente dans ces évaluations qui sont, même si les choses changent, qui sont encore souvent le fait d'agences de notation américaines. Donc, malgré une prise de conscience et une évolution des pratiques, pour être plus efficace et peut-être plus réaliste aussi, la mise en place de la RSE devrait à l'avenir être plus simple sur le plan administratif, reposer sur des normes claires, peut-être avoir un caractère plus contraignant, ce qui suppose qu'il y ait de bonnes évaluations et que ces évaluations puissent avoir une harmonisation et une définition européenne. Et donc, l'avenir de la RSE repose en grande partie sur la capacité de mobilisation des acteurs, en l'occurrence de mobilisation des entreprises sur les différents objectifs de la RSE, qu'ils soient environnementaux, sociétaux ou éthiques, des capacités d'adaptation de leurs organisations et des capacités de coopération, peut-être aussi d'accentuation des contraintes, parce que tant qu'on reste dans le déclaratif, on risque de progresser très lentement. Donc, je vais m'arrêter là pour laisser la parole aux autres intervenants. Merci. Merci Marie-Françoise. J'ai l'impression que mon micro ne marche plus. Allô, la régie? Ah voilà. Parfait, merci. Je vais passer la parole tout de suite à Thierry Martel, et en poursuivant peut-être ce que vient de nous dire aussi Marie-Françoise Renard, c'est-à-dire qu'à la fois, bon, vous dirigez un groupe d'assurance, c'est la gestion de l'assurance, c'est la gestion des risques. Vous êtes à la fois vous avez un nombre de capteurs qui nous permettent de comprendre, de savoir si on est encore dans le mirage ou si ça commence à venir dans la réalité. Mais en s'appuyant aussi sur ce que Marie-Françoise Renard vient de dire, c'est-à-dire aussi il y a des secteurs qui peuvent être des facilitateurs, des accélérateurs. Est-ce que finalement l'assurance, qui est à sa manière produit aussi des normes, des incentives, des incitations, est-ce qu'elle peut aussi inciter les entreprises à aller plus vite, à s'engager plus loin dans la RSE, à faire en sorte que la RSE, ça devienne une composante aussi du business model, du modèle d'affaires, du modèle productif, précisément parce que ça sera aussi plus avantageux pour elles de s'y engager vraiment. Oui, merci pour cette question. Bonjour à tous. Effectivement, le thème de cette table ronde, c'était RSE du mirage à la réalité. C'est que la question se pose et qu'il y a un gap aujourd'hui entre ce qu'on aimerait et ce qui est. Nous, les assureurs, on est dans une configuration un peu particulière parce qu'au fond, l'émission de carbone résultant de nos activités propres, c'est à peine 10% des émissions de carbone qu'on génère. L'essentiel des émissions de carbone dont on porte la responsabilité, c'est celles qui découlent de nos investissements d'un côté et de nos réparations de l'autre. Ce qu'on produit, nous, est absolument négligeable. C'est essentiellement les voitures des commerciaux. Pour faire simple, c'est plus de la moitié du carbone qu'on émet. Et dans un groupe comme le nôtre qui possède 23 000 hectares de forêt, on absorbe bien plus de carbone qu'on en produit. Donc la question, elle n'est pas tellement qu'est-ce qu'on produit nous comme carbone, mais comment est-ce qu'on influe sur la production de carbone des autres. Et là, ça pose un certain nombre de questions, d'abord dans nos politiques de placement, et ensuite pour notre métier de couverture de risque, sur les risques qu'on couvre, les techniques de reconstruction et les techniques de prévention, parce qu'au fond, le sinistre qui consomme le moins de carbone, c'est celui qui ne se produit pas. Et là, je voulais donner 5 coups de projecteur, au fond, sur des hiatus qu'il y a entre la volonté et la réalité. D'abord, le premier problème, c'est la légitimité. Au fond, quelle légitimité avons-nous, nous comme assureurs, à privilégier nos convictions sur le droit au nom d'une espèce d'intérêt général dont on serait les détenteurs? Qu'est-ce qui nous rend légitime de priver nos assurés d'une bonne rentabilité de leur placement sous prétexte qu'ils ne nous plaisent pas? Qu'est-ce qui nous rend, nous, légitimes de refuser, je ne sais pas, par exemple, l'assurance des cuves d'hydrocarbures ou de produits phytosanitaires sous prétexte que ça ne nous plaît pas? Alors certes, on peut refuser d'assurer une cuve d'hydrocarbures qui est à côté d'une rivière quand il n'y a pas de bac de rétention, mais refuser l'hydrocarbure, quelle légitimité on aurait pour ça? La deuxième question, toujours autour de cette légitimité, c'est, moi j'ai coutume de dire que les problèmes d'aujourd'hui sont les conséquences des solutions qu'on a apportées aux problèmes d'hier. Au fond, hier on ne mangeait pas à sa faim, aujourd'hui on produit à sa faim, mais on dit les vaches ça fait trop de méthane. Quelle légitimité on a aujourd'hui à priver les gens de lait sous prétexte que les vaches émettent du méthane?
Est-ce que c'est à nous d'arbitrer entre le méthane des vaches et le lait qu'on donne aux enfants? C'est une vraie question. Le deuxième coup de projecteur que je voudrais donner, c'est celui des coûts. Celui des coûts, parce que reconstruire propre coûte souvent beaucoup plus cher que reconstruire à l'identique. Et là aussi, dans un modèle économique concurrentiel, les assurés qui sont à la fin de la journée très attentifs au prix, ils vont choisir celui qui, en plus, les sinistres n'arrivent qu'aux autres, donc ils vont au moins cher. Comment est-ce qu'on installe des modèles propres dans une économie qui est purement concurrentielle et basée sur les prix? Le troisième sujet, c'est celui de la disponibilité. Je vais prendre l'exemple de la réparation automobile. Nous, on est les plus avancés en matière d'usage de pièces de réemploi. 12% aujourd'hui des pièces qu'on remonte sur les voitures sont des pièces de réemploi. À 12%, on est au taquet. On ne sait pas s'approvisionner au-delà des 12% qu'on fournit aujourd'hui. Là, ce n'est même pas une question de volonté, c'est juste une question de possibilité. Le quatrième point que je voudrais citer, c'est le modèle économique. Et là, j'en reviens sur le terrain de la prévention. La prévention, c'est très bien, ça évite de produire du carbone, ça apporte du confort aux gens, parce que c'est quand même mieux de ne pas être malade ou de ne pas avoir d'accident que de se faire soigner ou de voir sa maison réparée. Le problème qu'on n'a pas forcément en tête, c'est qu'en réalité, souvent, la prévention coûte plus cher que le sinistre. Aussi bien en matière de dommages qu'en matière d'assurance de personnes, il n'y a pas d'évidence économique montrant que la prévention coûte moins cher que le sinistre. C'est même souvent l'inverse. Et ce n'est pas facile à comprendre. Même en matière de santé publique, souvent la prévention coûte plus cher que le sinistre. Deuxièmement, la prévention ne peut pas être mutualisée. Le principe de l'assurance, c'est qu'on est tous exposés à des risques, on ne sait pas sur qui ça va tomber et tout le monde paye pour tout le monde. La prévention, ce n'est pas mutualisé. La prévention, c'est individualisé. Et donc, concilier un modèle de mutualisation avec une affectation individuelle, c'est assez compliqué. Et puis, le dernier facteur sur la prévention, c'est que globalement, elle est mal acceptée. Elle est mal acceptée parce qu'elle est considérée souvent comme trop contraignante, trop intrusive. Et je vais prendre un exemple, c'est un chiffre qui tient beaucoup à la présidente de notre fédération, c'est l'espérance de vie en bonne santé en France. En France, on dit on vit longtemps. Oui, on vit 84 ans en moyenne. Mais on ne vit en France en moyenne en bonne santé que 62 ans. C'est une mauvaise espérance de vie en bonne santé. Donc en France, on vit longtemps malade. Parce que nos politiques de prévention en France sur la santé, elles sont très peu développées. Ça, ce sont des choses qu'il faut avoir en tête et sur lesquelles on pourra revenir. Et une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on n'avance pas sur la prévention en santé, c'est qu'autant dans les assurances de biens et de responsabilité, on arrive à trouver des terrains d'entente avec l'État, autant sur la santé, c'est le royaume de la sécurité sociale qui impose une approche comptable et sur laquelle on n'avance pas. Enfin, c'est le modèle fiscal. L'assurance est aujourd'hui hyper taxée. Oui, il va falloir que je m'arrête. Sur les pièces de réemploi, par exemple, on paye 2 fois la TVA et en plus, on paye 18% de taxes. Aujourd'hui, si vous faites de la prévention en santé, c'est taxé à 15%, 3 fois le prix du hamburger. Juste pour avoir des ordres de grandeur. On a une fiscalité qui est punitive aujourd'hui sur la question de la prévention. Donc comment on sort de tout ça? On y reviendra peut-être à travers les questions. Je pense qu'il y a des règles de bonne conduite, des filières, trouver des solutions pour la prévention, accepter une dimension de conseil dans l'assurance. Et si je voulais résumer d'un mot ma pensée, je pense que le XXe siècle a été le siècle de l'efficacité et que le XXIe siècle devrait être le siècle de l'efficience. Merci à vous. On voit bien aussi à travers ce que vous avez dit, Thierry Martel, que la société aura un rôle à jouer. Parce que là, tous les dilemmes que vous avez évoqués, ils ne sont solubles d'une certaine manière que si aussi la société change aussi elle-même dans ses aspirations, dans ses façons de gérer ses risques aussi, dans ce qu'elle privilégie. Oui, donc, avec un énorme problème sur le Sud, hein, parce qu'on parle beaucoup des décarbonations du Nord, alors qu'il y a un énorme problème de carbonation du Sud. Hein. Mais on doit avancer tous en même temps, mais on parlera aussi du Sud. Axel Lemaire, c'est à vous maintenant. On éclaire maintenant un autre pan de notre sujet. Vous avez porté beaucoup les problématiques d'innovation. Vous vous intéressez aussi à la transformation. Vous avez une expertise forte dans ces domaines-là. Vous allez exercer des responsabilités dans le domaine de la RSE. Donc on est curieux de voir comment vous allez marier innovation, technologie et puis effectivité de la RSE. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de ce sujet qui est la brique de base de tous les autres en fait. En réalité, sur toutes les autres tables rondes, il est question du rôle environnemental et social des entreprises. Donc quand on se demande si c'est un mirage ou une réalité, la réponse c'est peut-être une utopie à poursuivre, mais c'est une réalité. Et si je le dis aujourd'hui, je ne l'aurais pas dit il y a quelques années. C'est-à-dire que cette réalité, elle a évolué
très rapidement. C'est une réalité dans les consciences, dans la science, et c'est une réalité en interne dans la vie des entreprises. Alors d'abord, dans les consciences, parce que finalement, la pandémie nous a fait prendre conscience très subitement, très violemment de la finitude de l'être et de l'humanité. Et ça a joué, je crois, un rôle dans l'accélération de l'appropriation des enjeux de RSE. Aussi parce que, grâce à la science, notre capacité de modélisation du changement climatique est beaucoup plus performante qu'auparavant. Le concept de limite planétaire, c'est un concept tout récent. Il y a 15 ans, il n'existait pas. C'est aujourd'hui que l'on sait faire des modèles qui, alors paraît-il, ne correspondent pas à la réalité du changement climatique qui va plus vite que les modèles scientifiques, mais il n'empêche que c'est grâce aux technologies et à la science qu'aujourd'hui on sait véritablement prendre conscience de manière empirique des effets du changement climatique. Et puis il y a eu une prise de conscience, alors tardive, mais très rapide de la part des dirigeants et des décideurs dans le milieu politique et économique. J'étais membre du gouvernement en 2015 au moment de la COP 21. Je puis vous assurer que, au-delà des déclarations de principe, il y avait peu d'engagement, d'action et de transformation de la part des dirigeants des grandes entreprises. Aujourd'hui, c'est différent, ça a changé vite. Et puis, prise de conscience chez les jeunes générations, et merci à eux, et quel courage de la part de ces jeunes qui s'exposent et qui font un travail que personne d'autre ne fait à leur place. Ils représentent le lobby du futur. En fait, on parle des générations futures. Eh bien, ils le font parce que, je vous assure, là aussi, de mon observation et de ma pratique professionnelle, personne d'autre ne peut le faire à leur place. Donc ça, c'est la réalité sociétale et la réalité dans l'entreprise. Eh bien, on le voit, il y a toute une panoplie d'outils qui ont été développés et qui sont utilisés par des équipes dédiées de la RSE. Alors, qu'on parle de bilan carbone, de matrice de matérialité, d'analyse du cycle de vie des produits, même d'analyse du cycle de vie social, les nombreux labels, l'étude d'impact des scopes 2, des scopes 3, la prise en compte de la biodiversité, tout ça, ce sont des réalités et des opportunités de transformer. On est aussi à un moment historique parce qu'on passe de la posture de la prévention des risques, et donc la RSE, c'était un sujet de conformité réglementaire. Il fallait répondre aux normes, à un enjeu business et à un enjeu stratégique. On le voit d'ailleurs dans la position des dirigeants sur ces sujets au sein des entreprises, avec des succès très réels, par exemple dans la prise en compte d'une méthode très propre à la RSE et aux objectifs de développement durable de l'ONU, qui est le dialogue des parties prenantes, cette idée qu'on ne peut pas décider tout seul, et donc on va asseoir tout le monde autour de la table dans la sphère d'influence de l'entreprise, y compris ses collaborateurs, y compris ses fournisseurs, ses clients, ses consommateurs, etc., pour décider la stratégie RSE. Or, il y a des écueils. Vous avez entendu parler de greenwashing et de social washing. Aujourd'hui, donc, je préfère l'expression effectivement éco-blanchiment. Quand je vois une publicité qui me dit acheter une voiture verte, franchement, quand on sait qu'un SUV pèse 1,6 tonne en moyenne, la voiture verte, je n'y crois pas, et la DGCCRF non plus. On voit l'augmentation des contentieux, 82 recours sur le fondement de la loi sur la responsabilité extraterritoriale des multinationales depuis sa promulgation. L'État qui est condamné pour inaction climatique dans l'affaire du siècle. Et tout cela, ça aboutit là aussi à un moment particulier qui est le greenwashing. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, mais aujourd'hui, les entreprises ont un peu peur. Donc, elles comprennent qu'il ne faut pas communiquer quand ce n'est pas vrai, mais elles se disent, autant ne pas communiquer du tout et s'enfermer dans le silence. Surtout pas. Cette opportunité de la RSE, c'est une opportunité de transparence et de sincérité pour avouer que nous sommes tous ensemble dans un chemin de
transformation. C'est le but des objectifs de développement durable, de donner des objectifs. Et alors, je termine mon propos par, une fois qu'on a dépassé ces écueils, qu'est-ce qui manque encore ? Il faut que la RSE devienne un objectif sociétal de transformation durable. On n'y est pas du tout quand on voit qu'on a subi aujourd'hui, cette semaine, les 4 plus gros jours de chaleur au niveau mondial. Quand on voit que la Commission européenne devrait multiplier par 2 la vitesse de réduction des émissions carbone en Europe pour atteindre son objectif de 2030 de réduction de 55%, on n'y est pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Déjà, il faut plus de social. Parce que dans RSE, dans ESG, il y a social. On connaît de plus en plus l'impact social du changement climatique. Concrètement, les pauvres en payent le prix alors qu'ils ne sont pas responsables. Ce que je dis n'est pas polémique, ce que je dis est démontré. Et puis c'est aussi social, c'est factuel, et c'est aussi cette importance du social, c'est parce qu'on sait que l'investissement nécessaire dans l'accompagnement des acteurs économiques vers un modèle de développement plus durable, aura très certainement un coût social aussi. Le rapport Pisani-Ferry, il a cela de très important, qu'il mesure ce coût. Et donc oui, on parle d'argent public, d'investissement privé, et oui, c'est le sujet quand on parle d'une RSE qui passe à l'échelle pour en faire un enjeu de développement durable collectif. Enfin, donc j'ai parlé de social, j'ai parlé de nécessité d'investissement dans ces sujets pour accompagner la transition. J'aimerais terminer rapidement sur la data et les technologies, parce que tout ça ne peut advenir sans numérique. Et sans data, la data qui cartographie, la data qui mesure le temps, la data qui permet de comprendre où on en est, elle est clé. Et elle est clé lorsqu'on se pose les bonnes questions. Ces questions, c'est à quoi ça sert ? ChatGPT, ça peut être très utile, mais pas tout le temps. Vous savez, le temps de latence entre le moment où on pose la question et le moment où ChatGPT nous apporte la réponse, c'est très énergivore. Et donc, peut-être que parfois, on peut utiliser un bon vieux tableur Excel ou un moteur de recherche. En fait, tout l'enjeu de l'usage technologique pour accélérer la transition écologique, ça sera d'utiliser les bonnes technologies au bon moment pour les bons usages. Voilà une feuille de route dense. Arnaud Gangloff, vous êtes PDG de KEA, qui est un cabinet de conseil en transformation d'entreprise. Si on suit Axel Lemaire, quand même, on se dit que c'est quand même descendu dans les entreprises aujourd'hui. Il y a des avantages aujourd'hui, y compris en termes de business, en termes concurrentiels. Il y a un certain nombre de marchés où quand les entreprises se conduisent bien, quand elles ont des solutions innovantes en matière de décarbonation, des solutions innovantes en termes environnementaux, ça paye au début. Ça leur permet aussi de gagner un certain nombre de contrats. Donc là, on voit bien qu'il y a un effet d'incrémentation, j'allais dire. Il y a un effet de réel qui fait qu'en même temps, ça commence à rentrer. Voilà, il y a encore du chemin à faire. Est-ce que vous, dans les domaines que vous observez, que vous accompagnez, dans les entreprises, est-ce que vous percevez aussi ces logiques à l'œuvre ? Est-ce que, voilà, on passe du mirage là à la réalité concrète et transformative ? Est-ce qu'on peut ouvrir le micro ? Voilà. Est-ce qu'il faut appuyer sur un bouton ? Oui, il y a un bouton appuyé. Sinon, Arnaud, prenez le mien. Allô, voilà, c'est bon. Voilà, comme quoi la technologie, ça consiste à chercher un bouton. On revient Mais le bon bouton. Et le bon bouton. Oui, effectivement, je pense qu'il y a un facteur d'accélération. Moi, je dirais, je voulais noter un cabinet de conseil. Et nous, en fait, notre quotidien, c'est cet enjeu de transformation responsable et d'amener nos clients. Voilà, on met un certain cœur à l'ouvrage. Aujourd'hui, c'est un peu plus 20% de nos missions qui sont dédiées directement contributives de sujets ayant trait à la transformation responsable. Et ce pourcentage, il augmente d'année en année. Et c'est d'ailleurs notre engagement de mission, puisqu'on est une des premières entreprises à mission française, parce qu'on a souhaité, en tant qu'influenceur de ce monde économique et de ce monde sociétal, jouer ce rôle-là. Alors, effectivement, je partage l'optimisme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ferments.
et dans tous les clients qu'on côtoie au quotidien, on voit beaucoup d'initiatives, beaucoup de ferments, de plus en plus. Et ce sentiment d'accélération qu'Axel Lemaire mettait en avant, on le ressent très, 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 très clairement. Je pense que le sujet qui est important, c'est le changement d'échelle. C'est comment on passe à tous ces exemples, toutes ces belles histoires qu'on a à raconter, de le passer à l'échelle. Et je voudrais insister sur 2 points par rapport à ça. Ça nécessite une vision collective de la valeur. Qu'entend-on par la valeur ? Et tant qu'on reste sur une certaine vision de la valeur, on ne va pas s'en sortir. Et le deuxième point, c'est le rapport à l'action. Et le rapport à l'action, dans ces phases de transition, ça passe par des éléments de méthode. Voilà. Et Axel avait la gentillesse de mettre un petit papier dans les livres des rencontres, sur lequel je crois que pour passer de l'espoir qui n'est pas déçu, ce rapport à l'action est important et ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Je vais revenir 2 secondes sur cette question de la valeur. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les modèles extractifs, ils sont derrière nous, on ne va pas y arriver. Simplement, et vous le disiez bien, l'ensemble de l'économie, l'ensemble de la vision de la performance économique, financière, est centré sur ces modèles industriels extractifs. Et donc, c'est ce paradigme qu'il faut être capable de changer. Alors, chez Kea, on se bagarre pour amener nos clients à raisonner sur des modèles de réduction, sur des modèles de réemploi, sur des modèles de recyclage, sur des modèles de régénératif pour se reconnecter au vivant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'innovations à aller chercher, en partie sur ce champ du régénératif. Et l'enjeu majeur des changements de business model, parce que c'est bien de ça dont on parle si on veut passer à l'échelle, ça va être cette capacité à travailler ces modèles et de réaligner l'intérêt des différentes parties prenantes. Alors je peux vous en parler dans le détail sur plein de choses. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous êtes fabricant de machines à laver industrielles. Soit votre métier c'est de vendre des machines à laver, soit votre métier c'est de vendre du linge propre. Dans le deuxième cas, si vous vendez du linge propre, vous n'avez plus besoin d'obsolescence programmée parce que vous avez un intérêt avec votre machine à dure. Vous n'avez plus intérêt à avoir beaucoup d'eau et beaucoup de lessive pour faire tourner ces machines parce que ça intègre vos systèmes de marge et ça intègre vos coûts et donc vous pouvez maximiser vos marges. Donc pour le producteur, c'est bien. Pour le client, c'est bien parce qu'il paye le juste prix des intermédiaires pour un juste besoin qui est au bout quand même d'avoir du linge propre. Et puis la bonne nouvelle, c'est que c'est intelligent et utile aussi pour l'environnement et pour le vivant. Pourquoi ? Parce que c'est moins d'obsolescence programmée, donc moins de produits manufacturés à produire, et c'est moins de lessive, c'est moins d'eau utilisée. Donc c'est ce type de modèle sur lequel il faut être capable de se développer. Et je pense que cette vision de la valeur centrée sur cet alignement entre les parties prenantes, sur un intérêt commun, c'est la base. Et je pense qu'au cercle des économistes, on devrait aujourd'hui se préoccuper de créer des vrais états généraux de la valeur pour avancer sur ce registre-là. Je pense qu'on ne s'en sortira pas, et je terminerai là-dessus, sur le fait de ne pas être dans la méthode et dans les méthodes d'action. Alors nous, on a toujours été très préoccupés par le fait qu'on discute beaucoup de sujets du quoi et rarement des sujets de comment. D'ailleurs, on a écrit un livre là-dessus, sur ce comment. Et je voudrais vous dire 3 choses sur ce modèle qu'on appelle le Positive Business Map. Le premier point, c'est que le comment passe par avoir un accord de gouvernance. Comment on gouverne les entreprises pour arriver à ça ? Des raisons d'être communes, un travail systématique sur les parties prenantes et les écosystèmes, des systèmes de décision qui permettent de regarder tout ce monde-là. Le deuxième point, c'est d'aller délibérément sur vos modèles d'affaires. On disait tout à l'heure, le passage à l'échelle, il passe par le fait qu'on met la RSE au cœur de la stratégie et du business. Il faut réinventer ces modèles d'affaires. C'est ce que je vous disais sur la valeur. À ce titre-là, je vous recommande par exemple de regarder des entreprises comme Citeo, des entreprises comme la Compagnie nationale du Rhône, le Rhône n'est pas très très loin, pour regarder comment ils sont capables de raisonner en écosystème sans perdre leur vocation d'énergéticien, mais en regardant tous ceux qui peuvent travailler sur le sujet. Repenser les modèles de valeur. Et le troisième point, c'est la culture. La culture des leaders, la culture des dirigeants, la culture des collaborateurs. On travaille aujourd'hui pour Renault à former 180 000 collaborateurs à la prise en compte, à la conscience des enjeux environnementaux et surtout pour leur permettre de basculer aux incidences de ces facteurs environnementaux sur la stratégie de l'entreprise pour qu'ils soient capables de basculer. Le passage à l'action, c'est repenser la gouvernance d'entreprise, c'est s'attaquer délibérément au modèle de création de valeur et au modèle d'affaires et c'est de retravailler les stratégies culturelles et les transformations culturelles. Voilà, chez Kea, on est des optimismes de combat, je crois à ça.
D'accord, si on repense la valeur ensemble et que chaque entreprise se dote d'une vraie méthode d'action, eh ben on va y arriver et on peut avoir de l'espoir. Vous connaissez l'adage, le pessimisme, l'optimisme de la volonté, le pessimisme de la raison. Mais il faut garder l'optimisme. En tout cas, il y a des exemples concrets que vous avez donnés qui sont intéressants, qui permettent effectivement ces transformations et ce passage à l'échelle. Et puis l'idée quand même que la RSE, en fait, ça transforme toute l'entreprise potentiellement. Ça, je pense que c'est une idée aussi très forte, y compris les salariés. Vous parliez de la formation, qui est un élément très important. On voit bien qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont en train de former leurs salariés. Donc il y a un enjeu collectif qui n'est pas simplement... voilà, on n'est plus dans la petite cerise sur le gâteau, le respect des normes, les rapports un peu poussiéreux, complexes, etc. On est vraiment dans quelque chose qui est totalement transformatif à toute l'échelle de l'entreprise. Voilà aussi un message intéressant. On va passer... Juste un point, c'est que la nature humaine, elle n'est pas destructive. Hein. Donc si on s'intéresse à la nature humaine et qu'on l'amène à être conscient de ces enjeux-là, la bonne nouvelle, c'est qu'elle y va. Voilà, dans nature humaine, il y a nature. C'est à vous maintenant, Radi Medeb. On passe de l'autre côté de la Méditerranée et c'est précieux aussi de vous entendre. Il y a d'ailleurs beaucoup de questions déjà sur le fil qui interrogent cette dimension internationale. Hein, c'est-à-dire comment, bien sûr, on peut agir en France, en Europe. L'Europe veut être pionnière en la matière de décarbonation, mais on doute bien aussi qu'il y a un rapport au Sud qui est important et qui aura aussi des effets. On est dans le même système économique global, donc il y aura forcément... voilà, donc on est très curieux de la façon dont vous abordez le sujet. Vous êtes aussi quelqu'un qui pousse à la transformation des modèles stratégiques et des modèles culturels. Je reprends leurs mots d'Arnaud Gangloff à l'instant. Vous insistez aussi sur la dimension culturelle de la RSE. Merci. Très heureux d'être ici aujourd'hui et d'apporter un éclairage du Sud dans ces cénacles où l'orientation est beaucoup française, un petit peu européenne, mais où la dimension internationale m'a semblé pas toujours présente. Donc je vais essayer d'apporter un éclairage du Sud, la voix du Sud, mais en même temps l'expérience de la Tunisie où je vis, où je travaille. La RSE est apparue depuis quelques années comme une tentative d'apporter une solution ou des solutions à des problèmes globaux. Je crois que les crises des dernières années, que ce soit Covid-19, que ce soit l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ont généré des problèmes globaux et ont posé de plus en plus la nécessité de trouver des solutions globales à ces problèmes globaux. Alors, la RSE apparaît à partir de là comme une manière d'amener les entreprises à se comporter de manière plus vertueuse, plus responsable. Or, partant de là, cela veut dire qu'il s'agit d'une transformation du comportement culturel des entreprises. Or, la transformation culturelle ne se décrète pas et ne se réalise pas sur le court terme. C'est un travail de très longue haleine et qui suppose le déploiement de plusieurs axes concomitants. Elle ne se décrète pas parce que ce n'est pas parce qu'on a pris un texte pour dire il faut que les entreprises adhèrent à la RSE, comme cela a été le cas en Tunisie en 2018. Par exemple, en juin 2018, le gouvernement a favorisé l'adoption d'un texte législatif sur la RSE. Un peu plus de 5 ans plus tard, ce texte est resté lettre morte parce que les décrets d'application de ce texte n'ont jamais été pris. Et probablement, ils ne seront pas pris de sitôt. Ce texte correspondait à un instant donné à une volonté politique de donner un signal fort à des secteurs d'activité où les populations n'acceptaient plus le comportement irresponsable de certaines entreprises dans les industries extractives, que ce soit phosphate ou hydrocarbures, en leur disant « rien n'a été correctement jusque-là, mais vous allez voir avec ce texte, tout ira mieux à partir d'ici ». Ce texte pose un double risque, met en exergue un double risque auquel fait face la RSE. Le premier risque est un risque administratif. C'est qu'on s'approprie la RSE dans la sphère administrative et politique et on n'intègre pas suffisamment l'entreprise et l'acteur économique dans l'appropriation de la RSE. Rien ne se fera à partir de là. Le deuxième risque, c'est que on veut imposer aux entreprises
l'intégration de coûts supplémentaires d'appropriation de la RSE qu'elles ne sont pas prêtes à assumer et il ne se passe rien. Je disais que la RSE est une transformation culturelle, suppose une transformation culturelle. Et la transformation culturelle se déploie, selon moi, selon 5 axes. Le premier de ces axes, c'est l'éducation. C'est vrai qu'il y a urgence à assurer cette transformation culturelle aujourd'hui. Mais si on ne tient pas compte des modalités de déploiement de cette transformation culturelle, on risque de tomber dans le wish thinking uniquement, les vœux pieux. Le premier axe, c'est l'éducation. Il faut que, du plus jeune âge, les enfants intègrent la dimension du comportement responsable dans l'entreprise et dans la vie en société. Le deuxième axe, c'est celui de l'information. Le troisième axe, c'est celui de l'incitation. Il faut donner l'exemple. Il faut qu'il y ait un leadership dans l'entreprise qui montre le chemin. Le quatrième axe est celui de la correction et le cinquième axe est celui de la sanction avec ces deux dimensions, la sanction positive d'abord et la sanction négative après. La sanction positive, il faut sanctionner positivement les entreprises qui vont dans le droit chemin. Et je voudrais terminer en prenant un exemple sur la Tunisie, ce qu'on aurait pu faire en nous appropriant une véritable démarche RSE sur les dernières années. On parle de crise économique majeure en Tunisie et c'est le cas. On cite souvent la défaillance de deux secteurs, le secteur des phosphates et le secteur des hydrocarbures. Pour prendre un exemple, les phosphates ont produisé 8 millions de tonnes en 2010, on allait vers 15 millions de tonnes. Aujourd'hui, depuis 2010, on produit 3,5 millions de tonnes parce que les populations ne sont pas prêtes à intégrer la production. Elles font tout pour bloquer le chemin. Le deuxième secteur est celui des hydrocarbures. On produisait 100 000 barils jour. Aujourd'hui, on produit 35 000 barils jour. Pareil, il y a de fortes protestations et un fort refus des populations. Si la démarche avait été d'une véritable RSE, responsable, où les négociations se seraient déroulées de manière transparente, crédible, aboutissant à une vraie appropriation des solutions par les populations, par les opérateurs économiques, je crois qu'on n'en serait pas là. Et je voudrais terminer en disant que la RSE fait face à des problèmes globaux. Le Sud a été cité de manière sibylline tout à l'heure. Elle fait face à des problèmes globaux. Face à ces problèmes globaux, il faut des solutions globales. Et je crois que cela passera nécessairement par des solidarités globales qui, aujourd'hui, ne sont pas suffisamment présentes. Merci à vous. Merci, on voit bien en vous ayant écouté tous les 5 combien en fait le sujet est vraiment systémique. Hein, il n'y a pas d'un côté l'entreprise, la société, la culture, l'éducation, l'information. C'est un sujet où en tant que journaliste je réagirais bien, mais je vais surtout laisser, s'il y a des questions dans la salle, vous me faites signe et le temps que vous prépariez votre question, je vais poser une question qui a été posée en ligne. Alors je ne sais pas lequel d'entre vous voudra répondre, mais il y a plusieurs questions qui touchent à la question des normes. Chacun comprend bien que les normes, et vous en avez parlé d'ailleurs Marie-Françoise, chacun comprend bien que les normes sont un facteur d'accélération, parce qu'à un moment donné, voilà, ça incite aussi les industriels à investir sur telle ou telle technologie, etc. Et en même temps, plusieurs personnes qui nous suivent disent, mais attention, est-ce que ces normes, il n'y a pas un risque pour les entreprises françaises? Si par exemple on a des normes assez strictes pour développer le véhicule électrique, est-ce qu'on n'ouvre pas en même temps la porte grande ouverte aux véhicules chinois? Voilà, c'est le type de dilemme, un peu que vous avez évoqué d'ailleurs Thierry tout à l'heure. On raisonne beaucoup dans des questions de dilemme en fait sur ces sujets-là. Je pense que la question, le dilemme est assez fertile en fait comme pour positionner nos débats. Mais voilà, cette question des normes, on en a besoin. Elles sont un peu confuses. Il y en a qui sont plutôt du côté des marchés financiers, il y en a qui sont plutôt du côté de l'Union européenne ou des différents États. On a du mal à y voir clair. Ça peut être un facteur accélérateur, mais est-ce que ça ne met pas en danger nos entreprises? Lequel veut essayer de répondre? Axel, Thierry Je ne vais pas répondre directement sur les normes. Moi j'ai un triple credo sur la transformation et je ne suis pas sûr que les normes soient la bonne réponse. La première, c'est que je ne crois pas du tout au déclinisme. Nos sociétés occidentales se sont habituées à un certain niveau de vie, elles ne sont pas du tout prêtes à y renoncer.
C'est le fameux dilemme, vous nous parlez de la fin du monde, nous on vous parle de la fin du mois. C'est ce qui a créé les gilets jaunes. C'est vrai en Europe, c'est encore beaucoup plus vrai aux États-Unis. Les Occidentaux sont habitués à un niveau de vie, ils n'ont pas du tout envie d'y renoncer. Donc, et surtout les pays du Sud n'ont pas envie de rester et les pays du Sud n'ont pas envie de rester. Alors il y avait un chef d'État africain qui expliquait que son pays, sa population a été multipliée par 10 et ses vaches produisaient 2 fois moins de lait. Les pays du Sud sont aujourd'hui acculés à de telles difficultés que le charbon, au fond, c'est un moindre mal par rapport à leurs problèmes du quotidien. C'est ou alors à nous de les aider pour éviter on ne met pas les gens dans l'impasse. C'est le problème des zones à faible émission au centre-ville où on appelle potentiellement en région parisienne, on interdit 1,5 million de personnes de travailler chaque jour. C'est pas possible. Et donc les normes c'est gentil, mais s'il n'y a pas de solution concrète, on va à la révolution. La deuxième chose, c'est qu'au fond, moi je crois à l'économie de marché. Et ce qui marche le mieux dans l'économie de marché, c'est le signal prix. Et la question, c'est comment on régule cette transition par le prix. Et ça, c'est un sujet très compliqué, c'est un sujet très politique. Et puis, troisièmement, c'est les investissements. Comment est-ce qu'on développe des politiques d'investissement suffisamment massives avec des hauts niveaux de risque pour favoriser cette transition? Non, moi, je vais juste donner un éclairage sur le... Je pense que les normes, elles sont nécessaires et malheureusement pas suffisantes. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'on a besoin de normes et on sait que dans tout système collectif, il faut être capable de les régir et appliquer de la norme. Mais si on revient sur votre idée que ce dont on parle ici est éminemment systémique, et je rajouterai une dimension, elle est forcément écosystémique parce que la valeur de demain, elle ne se résume pas aux bornes de chaque entreprise. D'accord ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup sur le développement des filières parce qu'on est sur des systèmes inter-entreprises si on veut arriver à nos fins. Dans tous ce logique écosystème, d'accord, on le sait très bien, le dilemme du prisonnier est là pour nous le rappeler, la solution, c'est la coopération. D'accord ? Et la coopération, elle ne s'appuie pas sur des normes. D'accord ? Elle s'appuie sur des principes de coopération qui passent en particulier par de la transparence d'une part et des nouvelles formes de contractualisation d'autre part. Donc je crois qu'il faut jouer la norme pour ce à quoi elle sert, c'est fixer un certain nombre de règles du jeu collectif, et puis après il faut préserver la vie des entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils sont capables d'avancer, en coopération. Il faut leur fixer un maximum, de leur donner de l'attitude et des moyens de travailler ensemble et dans ces logiques de coopération sur des visions un peu plus écosystémiques. Axel Lemaire, et puis ensuite on prend une ou deux questions dans la salle. Je vois plusieurs mains, on prendra... Oula, il y a beaucoup de mains. On prendra 3 questions en même temps. Je dis ça pour la personne qui tient le micro. Axel Lemaire, c'est à vous. Cette question de la normativité est fondamentale. On voit aux États-Unis aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui se rebellent un peu contre ce qu'elles vivent comme des contraintes environnementales et sociales imposées par leurs investisseurs qui, dorénavant, leur demandent de démontrer l'impact positif qu'elles ont en ces domaines. Et donc, elles se rebellent en disant « nous, on est là pour faire du profit et rien d'autre ». De la même manière que des entreprises européennes peuvent dire oui, mais c'est quand même assez injuste parce que quand on est en Chine, par exemple, eh bien, nos concurrents ne sont pas soumis aux mêmes normes. Alors, ce que je vais dire, c'est un avis très personnel, mais heureusement qu'on ne sombre pas toujours dans un tel argument lorsqu'il s'agit d'interdire le travail des enfants ou les atteintes à la dignité humaine. Je continue à croire en un certain universalisme et il se trouve que l'Europe est le continent le plus avancé dans la définition des normes en question, en particulier à travers la taxonomie européenne, et que j'assume mon propos, c'est un conflit ou en tout cas c'est l'expression de valeurs européennes à travers ces normes. Je vous donne un exemple très concret. Une entreprise internationale, elle a un problème pour les normes en matière de handicap parce que en France, elle a l'obligation de démontrer qu'elle mène des actions pour insérer professionnellement des personnes en situation de handicap, alors qu'aux États-Unis, il faut faire attention à ne pas pointer du doigt ou stigmatiser des personnes handicapées. Et pour les personnes d'origine ethnique, eh bien, c'est différent. En France, il ne faut surtout pas comptabiliser, alors qu'aux États-Unis, il faut pouvoir distinguer selon l'origine, le nombre de salariés, afin de poursuivre des objectifs de diversité en entreprise. Tout ça pour dire que c'est le reflet de valeurs, c'est donc éminemment... Et de différences culturelles. ...politique. Lorsque j'ai négocié le RGPD, juste cet exemple, le RGPD, pour protéger les données personnelles et les libertés publiques, on m'a dit,
Oh non, pas encore des normes, pas encore des normes. Aujourd'hui, le RGPD est un outil de soft law et d'influence de la vision européenne de la protection des données personnelles. Allez, on prend 3 questions. Merci à vous. Monsieur. Oui, bonjour. Je vais essayer de faire rapidement. Monsieur Martel, vous avez posé la question de votre légitimité pour choisir entre le lait des enfants et les vaches. Je trouve que c'est vachement lié avec cette question de normes, en fait. Le CNRS a créé son propre comité d'éthique pour se questionner sur ce qu'ils font. À quand un comité d'éthique pour les entreprises, pour qu'on apprenne à se questionner scientifiquement et éthiquement sur où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Merci, on prend une autre question. On va en prendre 3. Bonjour à tous. Déjà, merci pour cette intervention. Je rejoins la question qui a été posée précédemment. Je vais même apporter une réponse avant de poser ma question. Je tiens à rassurer... Ah, vous êtes très fort. Plus fort? Non, allez-y. Donc, je tiens à rassurer les personnes qui s'interrogent sur leur légitimité à choisir. Je pense qu'il y a beaucoup de mouvements citoyens, de consommateurs aussi, qui font ce choix d'aller vers des entreprises qui incarnent ces engagements, qui portent ces valeurs-là. Et ça peut se faire, notamment sur les choix d'assurance. Et la question que je voulais poser, parce que vous êtes plusieurs à avoir évoqué ce sujet du changement d'échelle, du passage à l'action aussi. On a beaucoup parlé de la dimension internationale et moi j'aimerais revenir plus sur les dimensions territoriales, notamment locales. Comment est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est une TPE, donc une très petite entreprise, lorsqu'on n'est pas forcément sujet à ces normes-là, pour porter des engagements, notamment avec parfois des acteurs associatifs de son territoire. C'est quoi les solutions que vous envisagez pour ce type d'acteurs-là? Merci beaucoup. Merci. Une 3e question. Et puis on prendra la dame derrière qui avait aussi une question. On en prendra 4 du coup. Allez-y monsieur. Bonjour. Alors, tout à l'heure, en introduction, vous avez défini en effet le trigramme RSE. En effet, qu'il y a plusieurs définitions, mais la définition que vous avez choisie, c'est celle donc, de responsabilité sociétale et environnementale. Justement, dans sociétal, le 16e engagement de l'ODD est donc celui de promouvoir l'avènement d'une société pacifique. Parlons donc de pacificité. Comme vous devez sans doute tous le savoir, il avait vécu le contexte actuel qui n'est pas réellement pacifique aujourd'hui. Comment est-ce que justement les entreprises aujourd'hui peuvent contribuer justement à soutenir l'État qui ne peut pas tout faire, bien évidemment? Comment est-ce que le secteur public aujourd'hui peut accompagner l'État vu qu'on est dans un contexte finalement des RSE finalement? Merci monsieur. Ça fait beaucoup de responsabilités pour les entreprises. Et madame, ça sera la dernière. Oui. Merci. Moi j'avais une question qui s'adresse à monsieur Martel aussi. Donc c'est le sujet de la RSE. On sait que la RSE, c'est la contribution aussi aux 3 piliers du développement durable. Donc il y a l'environnement, il y a le social et il y a le pilier économique. Donc pour l'entreprise, rester économiquement viable. J'avais une question pour vous en tant qu'assureur. Comment vous vous positionnez par rapport au changement climatique, aux nouveaux risques et à la multiplication des sinistres? Le fait qu'il va falloir continuer à indemniser et à protéger vos clients des sinistres liés au changement climatique, tout en restant économiquement viable. Comment continuer à avoir une gestion RSE, entre guillemets, de la protection de vos assurés face aux sinistres qui se multiplient? Merci de vos questions, toutes d'excellentes questions. Thierry Martel, c'est vous qui commencez. Ensuite, monsieur Medeb avait envie de répondre. Je vais répondre sur... Oui, je vais répondre sur 2 points. D'abord, les comités d'éthique. Ça existe déjà, non? Oui, mais je trouve que les comités d'éthique privés, c'est un risque pour la démocratie. Quand vous voyez Zuckerberg qui a son propre comité d'éthique et qui décide une fiction totale, qui s'exprime et qui ne s'exprime pas, ce qui passe et ce qui ne passe pas, et qui décide de couper le compte de tel homme politique et de rouvrir, c'est la démocratie qui est en danger. Et je pense qu'on en arrive à demander aux entreprises d'avoir des comités d'éthique parce que l'État est défaillant et n'arrive plus à jouer pleinement son rôle de souveraineté. Ça, c'est un sujet. Et je pense que si les entreprises vont trop loin sur le terrain de la démocratie, c'est le fondement même de nos démocraties qui sont potentiellement menacés. Sur la question des risques climatiques, vous avez raison de le citer, je vais juste vous donner un ordre de grandeur pour savoir de quoi on parle. En France, on parle beaucoup du retrait-gonflement des argiles, il y a 3 millions de maisons, grosso modo, qui sont aujourd'hui sous menace de fissuration. Je parlais tout à l'heure des modèles de prévention. Faire la prévention d'une maison, en moyenne, aujourd'hui, c'est 15 000 €. 3 millions par 15 000 €, c'est 45 milliards. 45 milliards, le chiffre d'affaires d'assurance française, dommages en France, c'est 65 milliards. On ne fait pas rentrer 45 milliards dans 65 milliards. Enfin, c'est plus petit, mais il ne reste pas grand-chose pour le reste. Donc on est face à des problèmes de financement qui sont absolument majeurs et sur lesquels il va falloir qu'on avance, je pense, dans la main avec la puissance publique. Monsieur Medeb, et peut-être Axel, ensuite sur la dimension territoriale. Oui, moi je voudrais revenir à la question des normes pour dire que
pendant un siècle et demi, l'Occident ou le Nord a pollué superbement, sans limite. Depuis 30 ans, on dit au Sud, c'est un problème global, il faut qu'on arrête de polluer les uns et les autres. Je le comprends et j'adhère parfaitement à cette démarche, mais simplement, c'est difficile à faire admettre. Et aujourd'hui, cela nous renvoie à la remise en cause de la gouvernance globale dans le monde par cette notion nouvelle de Sud global qui remet en cause les institutions internationales, leur fonctionnement, etc. Et ce ne sont pas de grandes messes réunies à Paris ou ailleurs qui vont changer le cours des choses. Certes, il faut de la coopération, mais de la coopération qui ne soit pas uniquement territoriale. Il faut de la coopération transfrontalière et décentralisée, parce que les problèmes que traite la RSE sont des problèmes qui ignorent les limites des frontières administratives. Et s'il n'y a pas de mécanisme de solidarité globale, on n'ira pas loin. Un demi-mot, Axel Lemaire, pour conclure, c'est vous. Tellement d'accord avec ce que vous venez de dire. En réalité, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas trop de normes pour les entreprises européennes. C'est comment, ensemble, pour répondre aux vrais défis qui sont, eux, mondiaux, on va réussir à aider les pays en voie de développement à un jour espérer pouvoir, eux aussi, prétendre à respecter ces normes. C'est comme l'impôt, à mon avis. Hein. On aimerait que tout le monde ait un jour la chance de pouvoir payer trop d'impôts. Voilà. Donc, blague à part, sur la dimension locale, je crois qu'elle est sans doute la meilleure pour agir. Et je le dis alors que j'ai été membre d'un gouvernement national. L'État, il est là pour cadrer, mais l'action, elle passe par le terrain. Lorsque j'ai travaillé dans la plus grande association sociale de France, j'ai vu que dans le lien avec les entreprises, elles savaient donner de l'argent, elles savaient de mieux en mieux prêter des gens, par le pro bono, par le mécénat d'entreprise. Ça peut-être que les TPE peuvent se tourner un peu vers ça, mais c'est plus difficile. En revanche, ce qu'on a encore beaucoup de mal à faire dans le triptyque pouvoir public, entreprise et association, c'est de développer des projets ensemble, en fait, de créer des solutions en réponse à des défis très, très concrets. Et en fait, concrètement, ça suppose de dégager un peu de temps et de dégager un peu de TP ou de confier une mission à un collaborateur en lui disant « Toi, tu vas pour partie de ton temps travailler à ça ». Et en fait, ça donne un rôle pour la RSE qui est un rôle apporteur de solutions et pas uniquement diminution des risques, des effets adverses. Et donc c'est là qu'on passe de la RSE aux objectifs de développement durable. Marie-Françoise. Pour conclure, donc pas de problème, je dirais pour résumer que la RSE c'est une réalité dans la science, c'est une réalité dans les consciences et donc c'est une utopie à poursuivre. Formidable, merci infiniment à tous, merci à vous cinq.